Planète Marché en cette séance des trois sorcières où nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Bourse les trois sorciers de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagnés ce soir par Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain Daubry. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. À vos côtés également Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis Cussac. Bonsoir Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse et nous avons le plaisir d'accueillir également Philippe Béchade, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe Béchade. Bonsoir Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. Beaucoup de sujets techniques à traiter ce soir. On va commencer traditionnellement avec vous, Romain Daubry. La séance du jour n'est pas tout à fait terminée, mais quel est le premier bilan qu'on peut tirer actuellement de l'échéance des trois sorcières du mois de novembre ? L'échéance, donc, elle a eu lieu sur le futur CAC 40 à 16h, avec une progression de 10,43% par rapport à l'échéance du mois d'octobre, à 630 points de progression par rapport au troisième vendredi du mois d'octobre, donc une hausse assez importante. Il est intéressant de noter que cette accélération haussière s'est faite aussi sous forme de contre-pied et dans un contexte où on l'évoquait il y a un mois de ça, on avait noté une absence de pression baissière depuis deux échéances déjà. Septembre et octobre avaient été remarquables par l'absence de pression baissière au cours des séances de consolidation ou de baisse. Et on disait que c'était souvent le précurseur à une hausse. Alors on n'aurait pas envisagé une hausse de 10% d'un coup, mais un appel d'air assez marqué et des choses importantes qui sont produites au cours de cette échéance du mois de novembre, avec déjà sur le mois d'octobre mensuel, enfin traditionnel cette fois-ci, la bougie du mois d'octobre qui a englobé celle du mois de septembre et formé ce qu'on appelle un avalement haussier. En bas de marché, c'est rare et ça signifie qu'un retournement assez fort de la tendance. La dernière fois sur l'Eurostoxx, ça s'était produit en 2011. Il a été validé donc fin octobre et ça c'est le cas sur tous les indices européens, DAX, CAC et Eurostoxx. Alors, ce n'est pas nécessairement suivi d'un mouvement haussier immédiat, rapide, même si pour l'instant ça se confirme. Il peut y avoir après de la volatilité, mais c'est signe d'un contre-pied fort. On se souvient qu'en début septembre, mi-septembre, les opérateurs étaient assez pessimistes, attendaient une jambe complémentaire de baisse sur le marché pour rentrer. Ce contre-pied a laissé un peu tout le monde sur place. Et puis, le petit chiffre, si on peut dire, de baisse de l'inflation a enfoncé le clou. Et on a débordé sur l'indice parisien, notamment, mais sur l'Eurostoxx aussi, des lignes de tendance baissière qui étaient actives depuis plus d'un an. Donc, on va devoir probablement, peut-être à court terme, consolider un peu ces mouvements-là. Mais il y a quelque chose de fort qui se met en place dans un contexte où on est passé aussi d'un petit contre-pied technique sur des options sur actions américaines, mais avec un consensus qui globalement, et si on regarde un ratio de couverture en ce moment, qui est plutôt équilibré, c'est-à-dire qu'on est passé d'un pessimisme à un équilibre, donc on peut dire un ratio normal et non pas du tout de suroptimisme, ni encore moins de complaisance ou d'euphorie, un ratio plutôt normal et donc un marché qui traite de façon relativement équilibrée de ce côté-là. Sur les volumes, donc on disait un peu plus d'intérêt. Ce qui est étonnant, c'est que du côté de la position ouverte sur les futurs, d'habitude, elle vient étayer un mouvement. Or là, au cours de l'échéance, eh bien, le S&P a pris 7,70%. La position ouverte n'a augmenté que de 0,4%. Sur l'Eurostoxx, c'est 10,60% de hausse environ. La position ouverte a baissé de 0,64%. Et sur le CAC 40, c'est 2,5% de baisse de la position ouverte, hors séance d'aujourd'hui. Avec environ 10% de hausse. Ça veut dire que normalement, le nombre de contrats futurs, on le rappelle, vient étayer, étoffer un mouvement et il nous indique la pression acheteuse, ça c'est du côté de la spéculation. Or là, ça n'est pas le cas, on monte avec très peu de soutien. Probablement donc des consolidations à prévoir par la suite. On a normalement plus oui, effectivement, de positions et de nombre de contrats futurs créés qui viennent confirmer le sens de la tendance. Ça n'est pas le cas, c'est assez rare. Ça arrive parfois. Ça a déjà été le cas, par exemple, début 2019, où le marché est monté régulièrement, avec un peu de volume, comme c'est le cas ici, un peu plus de volume dans les mouvements de hausse, et pas de soutien du côté de la position ouverte. Donc on va voir comment se comporte le marché, mais il faut noter que la spéculation est très en retrait de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'on a quand même quelques indices qui montrent une évolution d'une tendance à moyen-long terme des indices, mais que globalement, tous les voyants ne sont pas ouverts non plus. Il y a des zones d'incertitude, des poches d'incertitude encore techniquement sur le marché. Alors, grosse techniquement, et puis même économiquement, globalement. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Maintenant, là,
Oui, voilà. Ils sont rouges et je pense que c'est ce fond d'excès qui a créé un mouvement de contre-pied. Et donc, pour l'instant, les curseurs restent à court terme au vert. Et pour confirmer la feuille de route qu'on exposait depuis quelques temps déjà et qu'on maintient pour l'instant, c'est donc aussi à court terme et probablement jusqu'en fin d'année. Alors peut-être que là, à très court terme, on va avoir un peu de consolidation. Post-échéance, on a vu que le marché un peu accélère à la baisse, notamment sur des chiffres de vente de logements aux États-Unis. Donc peut-être le prétexte pour consolider un petit peu, une consolidation qui a du mal à se mettre en place. Ça fait 8 jours qu'on est bloqué en partie haute du marché et que à peine 1% de retracement entraîne un rebond de 90 points derrière, voire plus le lendemain. Donc peut-être à court terme, un peu de consolidation qui pourrait se mettre en place. Globalement, un marché qui reste haussier avec un peu de potentiel encore sur les indices majeurs. Et en revanche, en début d'année, là, on sera beaucoup plus prudent parce qu'effectivement, le fond est quand même assez risqué. La progression a été assez brutale, assez rapide et que certains actifs ont besoin de consolider. Mais il y a de belles histoires qui se mettent en place sur pas mal de valeurs et des dossiers qui ont déjà beaucoup progressé mais qui continuent à donner des signaux d'intérêt forts sur le moyen et le long terme et probablement une rotation qui se met en place d'ailleurs sur les valeurs fortes dans les mois qui viennent, cette fois-ci. Jean-Louis Cussac, votre sentiment de marché, on vous a entendu répondre à la question en disant ils sont tous au rouge actuellement. Alors, c'est pas forcément ce que les marchés avaient l'air de penser en fin de semaine dernière, par exemple, qui réagissaient à une statistique particulière. Quelle est votre analyse un petit peu du contexte de marché actuel ? Non, mais le contexte est très complexe, en fait. Il y a un mois, je vous disais, le risque est asymétrique et le marché a plus de chances de monter que de baisser. C'était dû au fait qu'il y avait une hyper-méfiance avec une volatilité implicite autour de 23, 24, 25 et des marchés qui avaient montré, avec la configuration qu'on voyait en temps réel, qu'en effet, il avait une capacité à rebondir, on ne voyait pas de pression. Alors moi, je parlais je voyais pas de conviction dans les ventes, beaucoup d'arbitrage. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Et donc, voilà, je m'attendais à une hausse. Et je suis quand même surpris par l'ampleur, évidemment. C'est énorme. C'est énorme. Il y a eu des contre-pieds. C'est amplifié par les faits. Alors, FOMO, j'en sais rien, mais un petit peu. Parce que ce qui se passe, c'est qu'entre 6002, là, où ça a commencé à franchir les derniers plus hauts, et puis 6006, il y a quand même beaucoup d'acteurs de la gestion, notamment, qui se disent... Waouh, quoi, je suis passé à côté, j'ai pas acheté. Il faut y retourner, oui, c'est ça ou... et puis, la question qui se pose... C'est à la limite aujourd'hui, à partir de quand je reviens dans le marché. Difficile à dire, parce que peut-être 6420, j'en sais rien. Moi, c'est ce que j'ai estimé comme potentiel de repli sur un premier retracement. C'est entre 6450 et 6420, on peut avoir des intérêts. Mais j'en doute un peu aussi, parce que la visibilité, est-ce qu'elle a évolué depuis un mois ? Non. La guerre est toujours là. Les perspectives économiques sont toujours un peu difficiles. On s'attend toujours à un fort ralentissement de l'activité. D'ailleurs, le pétrole vient de se casser la figure en quelques jours, là. C'est pas pour rien. Donc, on s'attend à un fort ralentissement quand même. Alors, il y a des grosses sociétés, c'est sûr, des indices qui vont résister probablement. Et c'est pour ça qu'on observe une très grande différence entre vraiment les plus grosses et les moyennes et les plus petites au niveau performance de cette dernière phase de marché. C'est très particulier. On a une ultra-sensibilité au moindre commentaire sur les taux, l'inflation, on surinterprète. Pourquoi ? Parce que je pense... On cherche la bonne nouvelle à tout prix, en fait. Non, mais je pense que les acteurs des gestions sont pas paralysés, mais ils n'ont pas de quoi. Et en plus, là, avec décembre, c'est pas le mois, normalement, on prend des initiatives en gestion. Mais ils n'ont pas de quoi, si vous voulez, avoir confiance. Donc, ils restent méfiants. Et du coup, le marché monte sans eux. Et il n'y a que de l'algo là-dedans. Moi, sincèrement, dans cette hausse, on voyait que des LVMH, Total, vous preniez les 5 plus grosses de l'indice, elles ont explosé. Il y a d'ailleurs, je vous dis, même dans l'indice, des divergences fortes entre les grosses et les petites. On l'a vu avec Bouygues, là, qui s'est pris une forte baisse hier, qui se reprend aujourd'hui, c'est un peu... Mais vous pensez que c'est que de l'algo ? Parce qu'on entend quand même souvent des commentateurs ou des analystes effectivement échanger sur ceux qui pensent qu'effectivement il est trop tôt pour crier victoire sur ce chiffre de l'inflation et ceux qui commencent à y voir une tendance, par exemple, si on se base juste sur ce chiffre de jeudi dernier. Moi, je lis beaucoup de commentaires, peut-être comme vous, d'économistes, d'analystes, etc. Déjà, il y a des divergences d'opinion, mais leurs opinions ne sont pas
clairement définie. Ils disent que voilà, il y a de forts doutes. Ils expriment quelque chose, mais en montrant qu'ils doutent énormément de ce qu'ils disent. Et c'est normal. Là, en l'occurrence, c'est normal. Il dit, ouais, bon, on pourrait penser que, etc. Mais on voit simplement un marché qui surréagit avec une vitesse terrible. La vitesse des mouvements est très importante. Donc, ce n'est pas des humains derrière ces mouvements, ce sont des machines. Il n'y a pas le choix. Ça va trop vite. Les humains ne réagissent pas aussi rapidement. Donc, voilà, on est monté par paliers brutaux. Parfois, en une heure, on prend 2%, 2-3%. Partant du point bas, à un moment donné, on a pris 4% avec une vitesse incroyable. Donc, si vous voulez, c'est pas très sain. Et je vais rejoindre ce que disait Romain. Il n'y a pas de... en cas de repli, la question qui se pose était, donc, est-ce que les gérants vont revenir ? Ils vont se dire, si ça baisse, c'est peut-être des mauvaises nouvelles. Et comme l'environnement n'a pas évolué, ils vont rester dans l'attente. Sauf qu'à un moment donné, évidemment, ils ont peur de quoi ? D'un mot positif qui fait que le marché prend 200 points. Donc, ils vont peut-être commencer à mettre un doigt dedans. Mais je veux dire par là, vers 6420, encore une fois. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est cette fragilité, quand même, quelque part. En cas de mauvaise nouvelle, il peut ne rien avoir, si vous voulez. On peut tomber de 400-500 points très facilement. Mais s'il y a mauvaise nouvelle, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et de toute façon, la volatilité implicite étant de passer de 24 à 17, pas de la complaisance, 17, c'est élevé encore. Mais on voit que ça lâche un peu. Les protections, ils en prennent moins. Ils se disent, ça nous a coûté cher, on n'est pas suffisamment dans le marché, etc. C'est très technique, c'est très particulier et intéressant, mais c'est très subtil. Il faut vraiment travailler avec les dérivés. On est, sincèrement, l'investissement long terme aujourd'hui, c'est pas que c'est pas possible, mais comme on gagne 15% en 3 jours, le long terme, il a duré 3 jours. Mais alors, avant de passer la parole à Philippe Béchade, pour bien comprendre ce que vous nous dites, c'est que globalement, on a des gérants qui ont peur une sorte de FOMO quelque part sur le marché, mais qui du coup, il n'y aurait plus d'opposition entre conviction de marché, mais simplement une peur de passer à côté d'une hausse dictée par des algorithmes. Je pense qu'ils sont passés à côté. Beaucoup sont passés à côté. Beaucoup. 20% d'un mois. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais beaucoup sont passés à côté. Le discours disait clairement, on veut acheter sur repli, on attend une dernière jambe de baisse. Il y avait cette volonté, le mot capitulation, on l'entendait quasiment systématiquement. Mais donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait du cash disponible, prêt à être investi. Il y a ce contre-pied énorme du mois d'octobre qui commence plus bas que le mois de septembre. C'est ça que ça traduit, cet avalement haussier. On ouvre plus bas en octobre qu'au mois de septembre et on clôture plus haut. Donc il y a un contre-pied gigantesque et qui ne laisse pas le temps d'entrer. Ensuite, il y a un peu meilleure nouvelle et on voit que le marché a envie de chercher les bonnes nouvelles en ce moment. Alors il y a quelques détentes, l'éventuel pic inflationniste, le dollar qui baisse un peu, l'adoucissement du discours de la Fed, il y a tous ces éléments, on peut aller les chercher. Techniquement, ce qu'on a vu, c'est ce cash disponible, quelques contre-pieds techniques sur des positions un peu pessimistes et puis surtout, moi j'y vois en revanche plus d'accumulation sur le moyen long terme depuis juin dernier, où on a formé un point bas. Et puis ensuite en juillet, au moment où en septembre, pardon, le moment où le marché a reformé un point bas et où il y a eu effectivement là des volumes et de l'accumulation qui ont été faites. Alors sur les dernières accélérations, c'est difficile de rentrer, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place. Philippe Béchade, votre point de vue sur ce bilan qu'on a dressé, effectivement, qui laisse pas forcément beaucoup de place aux gérants, en tout cas qui montre qu'ils n'ont pas forcément la place de se positionner sur ce marché. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, je vais essayer de laisser de côté ce qu'on appelle le point de vue, pour rester extrêmement factuel. Bien sûr. Alors, première chose, 13 octobre, 15 novembre, quelque chose que moi je n'ai pas vu en 37 ans de carrière ou d'analyse technique, 4 retournements et avalements haussiers intraday. C'est-à-dire que vous ouvrez par exemple le 13 octobre à -2, -3 et vous finissez à +5. +7,5 sur le Nasdaq. Bon, ça, c'était une fois depuis le 1er janvier 2000. Et puis un deuxième. Et puis un troisième contre-pied de 5% en l'espace de quelques heures ou en l'espace de 48 heures, je crois. Le 21-22, on a réussi à reprendre 5%. Bon, ça s'est déclenché le soir et le matin, ça y est, c'était joué. 3 contre-pieds de cette sorte en 4 semaines, c'est du jamais vu. Vous rajoutez celui, effectivement, du 3 octobre,
où on commence bas et on finit haut. Et là, vous êtes sur quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Donc, ce n'est pas un marché. En plus de ça, les banques centrales ont Vous êtes tous d'accord. Non, les banques centrales ont tenu parole. Elles ont commencé à réduire le bilan. Et la Fed tient effectivement son rythme de moins 90 milliards par mois. Donc la liquidité se raréfie. Donc à la limite, on ne peut pas vraiment s'amuser à construire des positions à effet de levier. Alors je vous explique après ce qui s'est passé. Donc a priori, il y a moins de liquidité. Donc comment un marché prend 20% quand la liquidité se raréfie? C'est quelque chose qui paraît une impossibilité. Alors par contre, ce qui s'est passé, c'est que comme il y a moins de liquidité, le seul moyen de gagner de l'argent, c'est comme au poker, eh ben, quand vous avez une très mauvaise main, même si la carte au milieu qui sort, elle n'est pas bonne pour vous, vous faites tapis. Et donc en face, ou vous avez les jetons pour suivre, ou vous les avez pas. Et si vous les avez pas, vous vous couchez. Et ça s'appelle, mais c'est un grand bluff. C'est-à-dire que les positions qui sont prises en apparence, qui ont l'air de vouloir jouer le rebond, un futur radieux, en fait, tout ça n'existe pas. Mais comment ça, tout ça n'existe pas? Elles sont bien là, les positions. Mais elles sont là, mais elles sont là uniquement pour détruire en face des positions de gens qui sont short ou qui ont vendu des contrats parce qu'ils se disent, tiens, le marché vient déjà de reprendre 12-13%, ça n'a aucun sens. Et je vais vous expliquer pourquoi ça n'a aucun sens. Le 3 octobre dernier, souvenez-vous, où sont les taux longs? CAC, enfin le OAT, Bund, etc. Le 3 octobre dernier, les taux longs sont à 1,90 en Allemagne. Ils sont à 2,02 aujourd'hui. Autrement dit, les 20% repris par le DAX, qu'on ne nous explique pas que c'est parce que, ça y est, on croit à la détente des taux, le pivot de la Fed et les marchés obligataires qui sont partis dans une envolée lyrique. Non, les taux, aujourd'hui, sont plus hauts que le 3 octobre, quand le rallye des marchés débute. On va prendre, je ne sais plus, c'était le... Allemand n'était pas bon non plus. Oui, bien sûr. Oui. Autour du 17 octobre, le DAX a repris 12%. À combien sont les taux longs allemands? Ils sont à 1,97%. Donc, c'est quasiment inchangé. Depuis cette date, le Bund allemand, son rendement s'est encore tendu de 5 points, entre 1,97 et 2,05. Et le DAX a pris 1200 points de plus. Donc, ce n'est pas les marchés obligataires. Ce n'est pas les perspectives. Donc, il n'y a pas eu d'effet vase communicant, mais donc... Non. Et je vous dis, moi j'écoute les discours. Oui, les banques centrales, ça y est, c'est l'assouplissement. Mais quel est le marché directeur? Quel est celui, quand on pense quelque chose des taux et quand on pense quelque chose de ce que va faire une banque centrale, sur quel marché réagit? C'est le marché de taux. Mais il ne se passe rien. C'est que les actions. Ce qui se passe sur les actions, c'est quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs, et c'est lié, et Jean-Louis le souligne assez, c'est lié à la prépondérance des algos où on peut faire n'importe quoi. Bon, je vois que vous êtes tous d'accord sur les algorithmes, du coup. Oui, mais Romain aussi. Non, mais on arrive à quelque chose d'extrêmement malsain. Là, on est aujourd'hui à même pas moins 7% depuis le 1er janvier. Vous dites à un investisseur le 1er janvier, oh, attention, le CAC, il est à 7000 et quelques. On est à des PER de 22, 23. On s'est peut-être un peu emballé quand même en 2021. Maintenant, je vais vous faire un scénario de l'horreur absolue. Vous n'allez pas me croire parce que c'est pas possible. Mais je vous dis, dans la même année, les taux, ils vont passer de 0 à 400 points aux États-Unis. Ils vont passer de 0 à 300 points à la BCE. L'inflation, elle va passer de 4 à 8 ou de 4 à 11, Angleterre. Vous allez avoir une guerre, une récession, et il va falloir réviser il va falloir réviser les prévisions de bénéfices à la baisse pour 2023, 2024. Donc, à la fin de l'année, le CAC, il a perdu combien? Moins 7, moins 17 ou moins 37? Vous avez 95% des gens qui vous disent, si je suis votre script, on est à moins 37. Et encore, on s'en tire bien. Parce qu'en 2003, on était plutôt à moins 40 par rapport au sommet. On est à moins 7. Donc, tout ça, c'est de la pure magie. Voilà. De la magie pour les 3 associés de Smart Bourse. Romain, peut-être un avis un peu plus modéré sur ce qu'on peut voir sur le marché actuellement. Il y a un an de ça, on n'avait pas la même psychologie non plus. On arrivait en haut de marché, 7100 points, il y a un an de ça, avec un ratio de couverture qui était de 0,6, ratio put-call.
Et une petite précision dessus, on a tendance à regarder beaucoup un ratio put-call flash, qui est le nombre d'options de vente traitées par rapport au nombre d'options d'achat traitées sur une journée. Et on en déduit un ratio. Ça, c'est juste instantané. Ça veut dire que dans une séance, on a traité plus d'options de vente que d'options d'achat. Ça traduit un petit excès ponctuel. C'est pas un ratio global qui donne l'état d'esprit des investisseurs de façon générale. Le ratio, il faut le prendre de façon plus large. Celui-ci, on montre un excès en ce moment de pessimisme sur les nombres d'options de vente traitées sur les options américaines. Si on le regarde globalement, il est plutôt équilibré. Donc il y a un an de ça, à 7100, le ratio sur le CAC 40, il était à 0,6. On dit qu'il est équilibré entre 0,80 et 1,20. 0,6, c'est de l'optimisme fort. C'est même un peu de l'euphorie. On l'a signalé et on a expliqué que c'était probablement risqué. Là, on est à 6600 points plus ou moins. Le ratio, il est à 1. Donc, les opérateurs sont quand même... On se rapproche du pessimisme. On se rapproche de l'équilibre, en tout cas. 1,20 étant le pessimisme. À 1, on est plutôt équilibré. Ça veut dire qu'on est passé très rapidement de... pessimisme, je vous ai passé l'étape pessimiste du creux de septembre. Bien sûr, on était à plus de 2 options de vente pour une option d'achat. On repasse un peu rapidement, effectivement, à 1. Donc, ça va nécessiter des ajustements. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des figures de retournement haussière qui se mettent en place sur pas mal de valeurs, qu'il y a eu des progressions qui sont importantes sur les titres qui ont beaucoup chuté. Et il y a des franchissements de lignes de tendance baissière de long terme qui sont mis en place sur des valeurs comme Schneider Electric, comme Michelin, comme Safran, comme Airbus, avec du volume. Et si vous regardez ces valeurs-là en détail, dans la granularité, on voit que dans les séances de baisse, les volumes sont plus faibles, dans les séances de hausse, les volumes sont plus forts. Ça, c'est un élément indispensable pour soutenir une hausse du marché. Alors, une hausse de 20% en un mois, on est tous d'accord, c'est contre-pied, spéculation, algorithme bien entendu, et ces fameuses séances que tu décrivais d'ouverture point bas ou en baisse et de contre-pied, c'est effectivement de l'algorithme, du contre-pied. Il y a, à mon sens, en parallèle, autre chose qui se joue et des mains fortes qui ont accumulé sur des niveaux entre donc, cette période de juin à septembre à chaque repli. Et on voit qu'il y a une zone 5007, 5008 jusqu'à 6000 qui a été une zone d'accumulation. Au-delà, c'est peut-être aller un peu vite et il y aura de nouveaux points d'entrée. Maintenant, je ne cherche pas, compte tenu de tous ces éléments effectivement économiques qui sont lourds et qui vont probablement rattraper un peu les excès de court terme, on essaie de lire ce qui se passe dans le marché et de voir l'inertie. Du côté des marchés dérivés, effectivement, ça manque de soutien. Souvent, ces zones-là, elles sont revisitées, mais pas forcément immédiatement. Comme il y a un peu plus de volume aussi, et pas de figure de retournement baissière, plutôt des débordements de lignes de tendance baissière de long terme, actifs depuis plus d'un an, marché pourrait, pour la fin d'année, continuer sur cette petite inertie. Donc, correction de très court terme, continuer sur un excès et aller former cette fois-ci un excès qu'en début d'année, on pourrait payer un peu plus fort. Donc, avec peut-être des premiers jours de l'année toujours un peu haussiers, comme c'est fréquemment le cas. Et puis ensuite, une consolidation un peu plus marquée qui ramènerait à la raison. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on a des fondamentaux qui font peur. Le fait est que ce scepticisme, cette peur et des prix d'entrée qui sont quand même devenus très intéressants sur beaucoup de valeurs, créent un contre-pied et des acteurs qui n'ont pas pu rentrer dans le marché et qui, au débordement de certains niveaux, ne peuvent pas rester avec du cash et sous-investis non plus, qui sont un peu obligés d'accompagner par moment. Donc, il y a ce paradoxe et ce fait que le marché va avoir du mal à baisser. Et on est très, très lié effectivement aux nouvelles. On constate que les mauvaises nouvelles, on les digère extrêmement bien. Oui, en fait, on se concentre sur les bonnes nouvelles, c'est ça ? Pour l'instant, on se concentre sur les bonnes nouvelles. C'est des vendeurs qui d'un seul coup réagissent et on les fusille, on les détruit, on les flingue à vue. Jean-Louis Cussac, pardon. Non, mais si le marché est sensible à la hausse, c'est-à-dire qu'il est vulnérable à la hausse, imaginons que la position, elle est « je joue la baisse ». Donc si ça monte, ça m'ennuie. Avec ce qu'on observait ces derniers temps, on va dire que ceux qui devaient être acheteurs ne l'étaient pas trop, et ils se protégeaient, ils se surprotégeaient. Donc ces gens-là n'étaient pas des vendeurs potentiels. Donc la hausse n'a pas rencontré de résistance. Ensuite, à nous entendre, surtout avec Philippe, on est dans un mouvement qui est, mais il n'a pas tort, à l'opposé total de ce qu'on aurait attendu en tout cas. Économique, de la situation géopolitique, de la situation économique, des perspectives. Et des taux et de tout. Mais les dernières déclarations de Lagarde, début là, il y a 48 heures. On peut dire il n'y a pas de logique. Et si, il y en a une logique. Mais cette logique, c'est des logiques, si vous voulez, d'excès. Endogènes au marché. Non, mais en fait, il faut comprendre que les marchés, c'est à la fois simple et complexe parce que c'est pas simplement j'achète un titre et j'attends que ça se passe. C'est
des options, des phénomènes d'arbitrage, d'anticipation. Sur les options, on a un marché qui est gigantesque. Donc c'est la queue qui remue le chien, si vous voulez, à un moment donné. Donc si vous anticipez le fait que le marché va baisser, si vous l'avez anticipé, si vous vous êtes protégé, vous n'êtes plus vendeur. Donc il y a la moindre bonne nouvelle qui va vous embêter. Donc vous allez avoir envie d'acheter parce que vous êtes tranquille, vous avez des liquidités, et il y en a dans les gestions. Donc vous avez plutôt envie d'acheter. Ce qui compte, c'est pas ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes potentiellement capable de faire. Et dans toute cette période, c'est ce qui m'a fait dire que le risque était asymétrique. Les gens, si vous voulez, sont davantage dans l'idée de l'obligation, de la contrainte d'acheter que de vendre. Parce que vendre, ils l'ont déjà fait et ils se sont protégés. Et c'est pour ça que vous avez des divergences très fortes et perturbantes entre des marchés qui montent incroyablement violemment, parce que ça se fait en quelques heures, parfois en 10 minutes, vous avez pris 100 points. Et ça, c'est juste parce qu'on se couvre effectivement sur des... Non, mais parce que tout simplement, il n'y a personne en face. Vous avez un algo, il fonctionne. Un algo, il entoure un prix. Alors, il se met acheteur, il se met vendeur. Il entoure un prix, il essaie d'arbitrer. Bon, ok. Si l'algo décide de payer, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses ventes et il achète. Ils font tous pareil au même moment. Donc, au moment où il enlève les ventes, il n'y a plus rien en face. Il y a les quelques Pékins, malheureusement, de clients comme nous, éventuellement, si on se mettait à la vente, parce qu'on était content d'avoir gagné 3-4% dans la journée ou sur 3-4 jours, et on se fait avaler, et les algos, ils avalent tout. Donc vous avez des phénomènes, si vous voulez, endogènes, qui sont nettement supérieurs à tout ce qui est exogène, c'est-à-dire les statistiques économiques, etc., qui ont un impact très ponctuel, comme par exemple, j'ouvre avec un gap à la baisse parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, et derrière, on avale tout. Donc c'est le fameux avalement haussier. Romain, après Philippe, ensuite on parlera quand même un petit peu de matière première, parce qu'il y a du mouvement aussi là-dessus, mais rapidement Romain et ensuite Philippe. Un élément concret que je voulais vous donner sur le comportement global. Il y a un mois de ça, le 18 octobre, il y avait 103 valeurs à Paris déclarées dont le capital était shorté à plus de 0,5%. C'est une obligation, on doit le faire. Là, il y en a plus que 90, un mois plus tard. Donc, c'est pas énorme, mais ça fait déjà 13% un peu plus de seuil de vente à découvert qui sont passés sous les 0,5%, en tout cas, au moins. On note dedans Mercialis ou Schneider Electric, par exemple. Ça a baissé de 30% la position vendeuse sur des valeurs comme Atos ou Forestia aussi. Donc, il y a des vendeurs qui sont moins présents, moins forts et des moins de stratégies baissières, en tout cas en ce moment, sur l'indice parisien un mois plus tard. Donc, c'est quand même un élément qui dénote un changement de comportement. Ça faisait un an que systématiquement, tous les mois, la position et le nombre de positions vendeuses augmentait. C'est la première fois que ça baisse significativement. Donc c'est un argument, je rebondis sur ce que nous dit Romain, Philippe, c'est un argument pour montrer qu'il n'y a pas que des algorithmes. Alors peut-être qu'effectivement il y a un effet FOMO, mais ça amène du coup, alors c'est peut-être un effet autoréalisateur, mais il y a aussi des gérants qui reviennent du coup, qui se positionnent, en tout cas, qui se posent la question. Bien sûr. Vous êtes obligé de faire Philippe, quelque chose. Je pense qu'on a tous été... C'est quoi le catalyseur? Oui. Philippe, c'est quoi le catalyseur? Ceux qui sont gérants, qui ont été comme moi, savent qu'on a des mandats à respecter. Bon, quand on a trop de liquidités, à un moment, on est obligé d'y retourner. Même si on se dit, mais c'est horrible, il y a toujours la guerre, il y en a un autre, il y en a un qui essaie de déclencher une guerre atomique, enfin bon, donc c'est pas vraiment le moment. Bon, tout ce que j'ai cité donc dans mon scénario initial de 2022 où tout le monde aurait dit à moins 35, je signe tout de suite parce que vraiment on s'en tire pas mal. Bon, quand on regarde aujourd'hui où on est l'obligataire, on est toujours à moins 15, moins 16 depuis le 1er janvier. Voilà. Il n'y a que les actions qui ont monté. Voilà, c'est tout. Parce que c'était le marché le plus facile à manipuler. Il faut quand même dire les choses. Mais mais non, mais tout ce qu'on décrit là, on dit oui, les marchés ont des mécanismes complexes, il y a des arbitrages, des machins. Mais non, mais tout ça, c'est. Mais on a quand même vu une détente sur l'obligataire, par exemple. Mais non, il n'y en a pas. Je vous l'ai démontré. Non, mais à court terme, si on regarde par exemple depuis une semaine avec le dernier chiffre de l'inflation, là, on a vu une petite détente par rapport à ce qu'on voyait avant. Ouais, mais il y a quand même des liens qui sont 5% dessus. Comment? Les indices actions sont beaucoup plus... Oui, c'est vrai. Voilà, donc ça n'a pas de sens. Voilà, la disproportion devrait donc faire clignoter des signaux d'alarme partout. Bon, et qu'est-ce que c'est que d'acheter des actions? C'est acheter un flux de revenus futurs, un flux de dividendes futurs. Récession en 2022, en 2023, en 2024...
Et c'est quoi les flux que je vais avoir? Là-dessus, tout le monde n'est pas forcément d'accord, notamment aux États-Unis. Maintenant, il y a différentes visions sur le sujet. Ça peut peut-être jouer aussi sur. Mais je suis d'accord que je vais faire de la gestion active. Je vais arbitrer vers un secteur qui me paraît peut-être plus en capacité de répercuter la hausse des prix, le pricing power. Bon, je vais faire mes arbitrages. Je fais mon métier de gérant. Enfin, globalement, le S&P en 2022, en 2023, en 2024, est-ce que je vais avoir 200 points de revenu, 230 points de revenu, ou je vais plutôt étendre vers 180 ou 170? Donc, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, le S&P à 4000, il est presque aussi cher que le 1er janvier à 4004. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Quand j'achète des actions, il y a un moment, bon, vous me dites, vous êtes obligé, dans votre mandat, vous contraint à avoir 60%. Donc ça va, je me mets à 60. Mais qu'est-ce que je vais rentrer comme flux financier en 2023 et 2024? La réalité, c'est ça. Alors maintenant, je vais vous donner aussi... Et les marchés actions ne peuvent pas anticiper potentiellement une situation économique qui s'améliorerait en 2023, ça, le coup des anticipations, c'est très très bien, parce qu'on peut toujours prétendre tout et son contraire. Les anticipations, moi je vous prends celle de Goldman Sachs, elles me vont bien. Goldman Sachs, c'est 2,9% d'inflation fin 2023. Ben, j'achète ça. Ah ben non, parce que JP Morgan, lui, c'est 4,7%. Et la Fed, elle est à peu près elle est plus près de JP Morgan, puisqu'elle dit 4,4%. Alors, si moi j'entends ce que me dit monsieur Bullard, les taux fin 2023 seront encore à 5. Et ils seront de toute façon désormais, ils seront supérieurs à l'inflation. C'est-à-dire qu'on va revenir à une structure de taux orthodoxe. Alors, expliquez-moi comment, avec du rendement sans risque de 5% à fin 2023, je peux anticiper que le S&P vaudra plus de 4000, alors que mes revenus vont baisser et que la prime de risque par rapport à l'obligataire s'effondre littéralement. Donc, on en revient simplement à ce que je vous dis, c'est un coup de poker. Vous êtes contraint en octobre et en novembre de suivre, si vous voulez vraiment rester dans le jeu, vous êtes obligé de suivre. On vous a mis le CAC à 6006, ou vous suivez à 6006, ou vous vous couchez. Jean-Louis Cussac. C'est aussi simple que ça. Et je pense qu'on restera sur les marchés actions. Mais ces phénomènes, après, il y a des phénomènes de contre-pied, on est bien d'accord. Les marchés, quand même, aujourd'hui, ils ont acheté de bonnes nouvelles. Oui. Ça y est, c'est payé. Le pari hasardeux, moi j'ai rajouté l'adjectif, est fait. Bon, maintenant, ça passe ou ça craque, on verra, mais pour l'instant, le pari est fait, malgré ce que peut dire Bullard et compagnie. Bon, la politique restrictive devrait durer assez longtemps, etc. Bon, OK. À cela est venu s'ajouter, à ce phénomène de contre-pied, de logique fondamentale non respectée, on va dire, est venu s'ajouter des flux entrants sur les ETF indices à actions. Alors, j'ai pas regardé cette semaine, là, mais ces derniers temps, c'était tous les mois. Alors, pas tellement en Europe, mais sur le marché américain, il y avait des flux entrants, mais extrêmement importants. D'accord. Ouais. Donc là, c'est pareil. Moi, je suis gérant, j'ai trop de liquidités, je suis embêté. Si en plus, on me renvoie de la liquidité, j'ai pas le choix, j'achète. Et pourtant, la part de cash dans les portefeuilles américains reste prépondérante. Les investisseurs ont encore peur aux États-Unis. Ils ont du cash. Donc ils investissent pas encore suffisamment. Oui, ils investissent pas encore beaucoup. Pas encore beaucoup. Ils en récupèrent trop. C'est là que je voulais apporter un petit éclaircissement. Ce marché où le cash continue d'affluer, c'est quelque chose qui est complètement antinomique avec une Fed qui a déjà épongé près de 370 milliards. On est revenu en fait de 9 000 milliards à 8 600. Voilà. Donc elle le fait bien, la liquidité se raréfie. Pourquoi y en a-t-il autant dans le marché? Eh bien tout simplement parce que la Fed, au travers d'opérations techniques qu'on appelle les OMO, injecte, un peu comme elle le faisait d'ailleurs à l'automne 2019, elle injecte comme ça des dizaines de milliards. Alors c'est du très très court terme, donc ça n'apparaît pas dans le bilan de la Fed, puisque c'est prêté rendu, clac clac clac. Sauf que la Fed alimente quand même une liquidité du marché qui, sans quoi, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas ces petites avances de trésorerie très court terme de la Fed. Donc d'un côté, elle vous éponge 90 milliards et de l'autre côté, elle vous donne chaque jour un petit chèque pour jouer. Sauf que ce n'est pas des tout petits chèques et c'est ce qui permet au marché de se maintenir. Supprimer cette liquidité-là, il n'y a plus rien. Mais il y en a quand même moins, puisque du coup, elle n'est pas investie, cette liquidité. Il y en a quand même moins. C'est deux discours différents. D'un côté, vous me dites que la liquidité n'est pas dans le marché. De l'autre, vous me dites que la liquidité est toujours dans le marché.
Romain, peut-être, je sais pas, j'essaie de comprendre. Moi, je constate effectivement que dans le comportement des portefeuilles des investisseurs, globalement, la part de cash reste toujours majoritaire pour l'instant et qu'elle n'est pas réinvestie. Donc, il y a effectivement une partie de trading, une partie d'algo qui a alimenté. On voit quand même qu'il y a du volume qui a augmenté aussi et ça joue. Après, ce qu'on peut regarder aussi là-dedans, c'est qu'il n'y a pas vraiment de logique sectorielle qui se met en place sur les marchés. Là, il y a eu des secteurs qui ont rebondi beaucoup plus fort. Le secteur technologique, notamment en Europe, qui s'est particulièrement bien comporté, qui en un mois arrive déjà en surachat. C'est quand même rarissime, effectivement. Mais ceux qui comportent le mieux, qui sont les plus forts pour l'instant, c'est banque, techno, assurance. Et il y a toujours les secteurs liés à l'énergie. C'est plus une séquence, à mon avis, où il faut regarder du côté du stock picking. Il y a énormément de choses à faire de ce côté-là. Il y a eu des parcours énormes. Trigano, Engie, Amundi, Calray, OVH, je les cite un peu en vrac, mais JC Decaux qui revient de très loin aussi, effectivement. Et puis, il y a des choses qui se mettent en place, qui sont encore abordables, accessibles sur les niveaux actuels. On voit les dossiers avec Score, on l'a cité déjà il y a quelques temps, mais qui donnent des niveaux intéressants d'accumulation. Capgemini, Stellantis aussi. Là, on parle de valeur chère, le PE est de 3 maintenant. Schneider Electric, Safran, Airbus, Equasens pour des plus petites valeurs, Aubet, Neurone, Believe, Interparfum ou Esker. Voilà, il y a des structures de retournement qui se mettent en place. Il y a des niveaux d'accumulation. Alors, ça va peut-être être encore volatile. Il va probablement y avoir un peu d'excès à digérer. Et nous, on le voit plutôt, je vous le disais, pour le début de l'année. Mais je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et effectivement, ce cash n'est pas investi en totalité. Et il y a probablement des histoires intéressantes. À long terme. À moyen terme, on n'a pas de visibilité. On arrive dans cette période de l'année où justement le facteur météo va être aussi un game changer. Et ça va être quelque chose à surveiller dans les mois qui viennent. Pour l'instant, on n'a pas de faiblesse, pas de signaux de retournement. Jean-Louis Cussac. Et pourquoi le pétrole a perdu 13%? Ah bah ça tombe bien parce que je voulais parler de matières premières sur les 3 minutes qui nous restaient. Je vous ai vu arriver. C'est non mais c'est vrai, pourquoi le pétrole a perdu 13%? Si c'est pas aussi parce que les investisseurs anticipent une baisse significative de l'activité en 2023. Probablement, enfin j'imagine que... En tout cas, à chaque fois, c'est comme ça qu'on l'a expliqué, ces derniers temps, en dehors de l'OPEP et des réunions. Mais là, en l'occurrence... le repli est quand même assez puissant, assez fort. Depuis hier, il a énormément accéléré. Bon, voilà. C'est ça qui est étonnant, parce que, encore une fois, il y a des prises de conscience de situation qui font que, du coup, j'ai pris mes précautions. Voilà. Et du coup, après, je ne suis plus acteur de la vente potentiellement. Mais une évolution... Un catalyseur, tant qu'il n'y a pas, si vous voulez, un effet domino qui se met en place. Et j'ai toujours répété ces derniers temps, l'effet domino ne peut pas arriver avec des vols implicites extrêmement élevés, notamment sur les indices actions, mais c'est un peu partout pareil. On a des vols implicites extrêmement importantes. Donc ça veut dire que les gens se préparent, anticipent le pire. Donc le pire ne vient pas. C'est tout. Il ne vient pas boursièrement, parce que dans le réel, oui, sur les marchés. Le modèle économique allemand, mais il est mort. Mais enfin, qu'est-ce qu'on paye sur 2023 quand on achète le DAX à 14 400 ? Bon sang. Oui, mais c'est comme ça que tu l'expliques. Là, à l'instant, oui, je suis obligé d'acheter. Mais vous achetez quoi ? Il y a un moment où la réalité va rencontrer la valorisation des actions. Ça va pas forcément très très bien se passer. Puis après, vous avez toujours des belles valeurs. Voilà. Donc, j'allais réagir à ce que disait Philippe. Si je vous dis que la saison des résultats a plutôt été résiliente, vous allez me répondre que pas du tout. En Europe, on a un effet dollar qui est énorme. C'est 15% pratiquement des résultats. Donc. Par contre, les perspectives 2023, il y a beaucoup de timidité, on va dire, dans les guidance. Il n'y a pas beaucoup d'annonces. Enfin, il reste... Oui, bien sûr. D'où le calendrier plus prudent pour début 2023 et la prochaine saison des résultats, en effet. Donc, et en attendant, effectivement, il y a une inertie. Sur le Brent, il a tenté de déborder une ligne de tendance baissière qui était active depuis mars. Il est passé quelques jours au-dessus, il est repassé brutalement en dessous. Ça va plutôt dans le sens d'une baisse de l'inflation. Et donc de mieux pour certaines valeurs, en tout cas, et pour le sens de la politique. En tout cas, moi, je prends un pari, c'est que si Erdogan... Il y en aura eu ce soir, mais... non, mais si Erdogan, comme il s'y engage, ferme le Bosphore et les Dardanelles aux pétroliers russes, aux navires russes, à partir du 1er décembre, ça m'étonnerait que le pétrole finisse à la baisse l'année 2022. Alors, peut-être qu'il changera d'avis, mais attention quand même. Là,
le géopolitique va pas être complètement neutre non plus. Le géopolitique peut jouer quand même effectivement sur la tendance des matières premières. Alors on va devoir s'arrêter là-dessus, effectivement. On n'aura pas pu parler des métaux également, qu'on aurait pu mettre en lien avec vous. Et pourtant, il y a des choses à dire sur les métaux. Merci beaucoup en tout cas Philippe Béchade, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Et merci Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse.